Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec un entrepreneur cubain qui vivait à Miami depuis 10 ans. Il s'appelait Roberto. Il avait quitté la Havane avec 2 valises, 120 $ en poche et une seule idée fixe en tête, ne jamais revivre ce qu'il avait vécu. Pas la pauvreté en elle-même, pas les privations matérielles, bien que tout cela était réel. Non. Ce qui le hantait le plus, c'était quelque chose de plus profond, de plus insidieux. C'était l'impuissance. Ce sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa propre vie, sur ses ressources, sur son avenir. De se lever chaque matin en sachant que les décisions les plus importantes de votre existence sont prises par quelqu'un d'autre, quelque part, dans un bureau que vous n'avez jamais vu. Roberto m'a dit quelque chose ce jour-là qui ne m'a jamais quitté. Il m'a dit « Brian, la vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de manquer d'options. » Et depuis des semaines, depuis des mois, les nouvelles qui arrivent de Cuba font réfléchir beaucoup de personnes à travers le monde. Pas seulement les Cubains de la diaspora, pas seulement les Latino-Américains, mais tous ceux qui s'intéressent à ce que signifie vraiment vivre dans la liberté économique. Ce qui se passe là-bas, les pénuries, les coupures d'électricité qui durent des jours entiers, la dévaluation de la monnaie, l'exode massif des jeunes, tout cela soulève des questions qui nous concernent tous, directement, parce que Cuba n'est pas juste une situation géopolitique lointaine. Cuba est un miroir qui nous montre ce qui arrive quand les principes fondamentaux de la création de richesses, de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle sont ignorés pendant des décennies. Et ce miroir, si vous avez le courage de le regarder en face, peut vous enseigner des leçons extraordinaires sur votre propre vie, vos propres finances, votre propre avenir. C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Pas de politique, pas d'idéologie, mais de principes. Des principes qui fonctionnent partout dans le monde, qui ont toujours fonctionné et qui continueront de fonctionner longtemps après que nous ayons tous disparu. Des principes sur l'argent, sur la mentalité, sur la liberté financière et sur ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui pour construire une vie où vous avez des options. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que la plupart des systèmes éducatifs et certainement les systèmes économiques centralisés ne veulent pas que vous compreniez vraiment. L'argent n'est pas une chose, l'argent est une idée. Je sais que cela peut sembler abstrait au premier abord. Alors, laissez-moi vous expliquer. Quand vous tenez un billet de 20 € dans votre main, ce morceau de papier n'a aucune valeur intrinsèque. Sa valeur vient d'un accord collectif, d'une confiance partagée. Mais plus profondément encore, l'argent est la représentation physique de quelque chose d'invisible. Votre capacité à créer de la valeur pour les autres. Voilà pourquoi les systèmes qui tentent de contrôler l'argent finissent toujours par appauvrir les gens. Pas parce qu'ils volent les billets de banque, bien que parfois cela arrive aussi, mais parce qu'ils étouffent la capacité des individus à créer de la valeur librement. Et quand cette capacité est étouffée, l'argent disparaît. Pas seulement des portefeuilles, mais des esprits. J'ai passé plus de 40 ans à étudier les personnes qui réussissent financièrement et celles qui échouent. J'ai interviewé des milliers d'entrepreneurs, de millionnaires, de personnes qui sont parties de rien et qui ont bâti des fortunes considérables. Et j'ai aussi passé du temps avec des gens qui avaient tout ce qu'il fallait, en apparence, l'éducation, les opportunités, les relations, et qui pourtant vivaient en permanence à court d'argent, stressés, incertains, sans jamais comprendre pourquoi. La différence entre ces deux groupes n'était presque jamais une question de talent, rarement une question de chance, et certainement pas une question de travail acharné, parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient 70 heures par semaine et qui restaient pauvres, et des gens qui travaillaient 30 heures par semaine et qui devenaient riches. La différence était dans la mentalité, dans les croyances fondamentales que ces personnes nourrissaient à propos de l'argent, de leurs propres valeurs et de leur relation avec la richesse. Et c'est là que Cuba devient un cas d'étude fascinant et profondément instructif. Pendant des décennies, le système cubain a enseigné à sa population une série de croyances sur l'argent et la richesse. Que la richesse individuelle est égoïste, que la dépendance à l'État est une vertu, que l'ambition personnelle est une forme de trahison collective. Ces croyances n'ont pas seulement créé des politiques économiques désastreuses. Elles ont créé une psychologie collective qui a rendu des millions de personnes incapables de construire leur propre prospérité, même quand les circonstances changeaient légèrement. J'ai rencontré des Cubains qui avaient émigré au Canada, en Espagne, aux États-Unis, et qui, malgré toutes les opportunités qui s'ouvraient devant eux,
continuaient à se comporter comme si la richesse était quelque chose qui arrivait aux autres, pas à eux. Ils travaillaient dur, oui, mais ils ne construisaient pas. Ils survivaient, mais ils n'investissaient pas. Ils gagnaient, mais ils ne conservaient pas. Parce que quelque part, au fond de leur psychologie, il y avait une voix qui disait « Ce n'est pas pour toi. La richesse, c'est pour quelqu'un d'autre. » Cette voix, je l'ai entendue chez des Français, des Belges, des Canadiens, des Américains. Elle n'est pas exclusive à Cuba. Elle est universelle et elle est le premier obstacle que vous devez identifier et surmonter si vous voulez vraiment changer votre situation financière. Alors parlons de cette voix. D'où vient-elle? Elle vient de ce que les psychologues appellent le conditionnement précoce. Avant l'âge de 7 ans, votre cerveau est essentiellement dans un état hypnotique. Vous absorbez tout ce que vous voyez, entendez et expérimentez sans filtre critique. Et ce que vous avez absorbé à propos de l'argent, pendant ces années fondatrices, continue de piloter votre comportement financier des décennies plus tard, souvent à votre insu. Si vous avez grandi dans une famille où l'on disait l'argent ne pousse pas dans les arbres, vous avez peut-être intégré l'idée que l'argent est rare et difficile à obtenir. Si vous avez entendu les riches sont des voleurs, ou il faut être malhonnête pour réussir, vous avez peut-être développé une résistance inconsciente à la richesse, parce que votre cerveau associe la prospérité à quelque chose de moralement répréhensible. Et si vous avez grandi dans un système qui vous répétait que l'État s'occuperait de tout, vous avez peut-être développé une dépendance psychologique qui vous empêche de prendre les rênes de votre propre vie financière. Ces conditionnements ne sont pas votre faute, mais ils sont votre responsabilité. Et c'est là l'une des distinctions les plus importantes que j'enseigne depuis des décennies. La distinction entre la faute et la responsabilité. Beaucoup de choses dans votre vie ne sont pas de votre faute. Votre enfance, les croyances qu'on vous a transmises, le pays où vous êtes né, les circonstances économiques de votre famille d'origine. Rien de tout cela n'est de votre faute. Mais à partir du moment où vous êtes adulte, tout ce qui concerne votre avenir devient votre responsabilité. Les gens qui réussissent financièrement ont compris cela. Pas tous de façon consciente et articulée, mais dans leur comportement, dans leurs décisions quotidiennes, dans la façon dont ils répondent aux obstacles. Ils ont accepté une responsabilité totale. Ils ne cherchent pas de coupable. Ils ne passent pas leur temps à expliquer pourquoi les circonstances les empêchent d'avancer. Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai ?» J'ai un ami qui est né à Kinshasa, famille très modeste, pas d'accès à l'éducation formelle au-delà du lycée. Il est arrivé en France à 22 ans avec pratiquement rien. Aujourd'hui, à 45 ans, il possède plusieurs propriétés immobilières et dirige une entreprise de services qui emploie 30 personnes. Quand je lui demande comment il a fait, il me donne toujours la même réponse, formulée de différentes façons. Je n'ai jamais attendu que quelqu'un me sauve. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Une clarté sur le fonctionnement du monde économique qui lui a permis de prendre des décisions que d'autres n'osaient pas prendre. Revenons à Cuba un instant, parce que je pense qu'il y a une leçon cruciale dans ce qui se passe là-bas en ce moment. Une leçon sur la fragilité des systèmes qui ne reposent pas sur la liberté individuelle. L'une des choses qui frappe les observateurs économiques, c'est la vitesse à laquelle la situation s'est dégradée. En quelques années, un pays qui avait certaines infrastructures, un certain niveau d'éducation, un certain tissu social, s'est retrouvé dans une crise profonde. Les coupures d'électricité durent parfois 20 heures par jour. Les hôpitaux manquent de médicaments de base. Des centaines de milliers de personnes ont quitté l'île, et parmi eux, une proportion alarmante de jeunes, de médecins, d'ingénieurs, de personnes qui auraient pu contribuer à reconstruire le pays. Pourquoi cette vitesse? Pourquoi cette fragilité? Parce que les systèmes centralisés créent ce que les économistes appellent une fragilité systémique. Quand tout dépend d'un seul point de décision, quand il n'y a pas de mécanisme de correction distribué, quand les signaux du marché sont étouffés ou ignorés, les erreurs ne sont pas corrigées rapidement. Elles s'accumulent. Et puis à un moment, le système craque. C'est exactement ce qui se passe dans la vie financière des individus qui n'ont pas développé leur propre infrastructuration de richesse. Permettez-moi de vous donner une analogie. Pensez à un arbre qui a grandi dans une serre, protégé du vent, de la pluie, des variations de température. Cet arbre peut sembler magnifique, bien nourri, bien soigné, mais ses racines sont superficielles. Elles n'ont jamais eu besoin de s'approfondir pour chercher l'eau et les nutriments. Elles n'ont jamais été renforcées par la résistance au vent.
Et le jour où cet arbre est planté à l'extérieur, exposé aux éléments réels, il tombe à la première tempête. C'est ce qui arrive aux personnes qui ont toujours dépendu d'un employeur unique, d'un système de protection sociale généreux, d'une source de revenus unique. La première vraie tempête économique, une récession, un licenciement, une crise sanitaire, les renverse. Parce que leurs racines financières n'ont jamais eu à s'approfondir, les personnes financièrement résilientes, celles qui traversent les crises sans perdre pied, ont quelque chose en commun. Elles ont construit plusieurs sources de revenus. Elles ont des économies. Elles ont des actifs qui génèrent de la valeur indépendamment de leur présence physique. Et surtout, elles ont développé des compétences et une mentalité qui leur permettent de s'adapter, de pivoter, de trouver de nouvelles opportunités, même dans les moments difficiles. Voilà la vraie leçon de Cuba pour chacun d'entre nous. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ne dépendez jamais d'une seule source. Construisez votre propre infrastructure prospérité, indépendamment de ce que fait ou ne fait pas le système autour de vous. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être le principe le plus important et le plus mal compris de toute la science de la création de richesse. Je l'appelle le principe de la valeur d'abord. Voici comment il fonctionne. Dans une économie libre, vous ne pouvez pas vous enrichir sans créer de la valeur pour les autres. C'est une loi aussi fondamentale que la gravité. Vous pouvez essayer de la contourner. Certains y arrivent temporairement par la fraude, la manipulation ou l'exploitation des failles du système. Mais à long terme, votre niveau de richesse sera toujours proportionnel à la quantité de valeur que vous créez pour les autres. Ce principe a une implication profonde et si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez d'abord devenir quelqu'un qui crée plus de valeur, pas l'inverse. J'entends souvent des gens dire « Si j'avais plus d'argent, je pourrais faire plus de choses. » Mais la réalité est exactement inversée. Si vous faites plus de choses, si vous créez plus de valeur, si vous développez plus de compétences, vous gagnerez naturellement plus d'argent. L'argent est toujours une conséquence, jamais une cause. Regardez les personnes qui gagnent à la loterie. Des études ont montré de façon répétée que la grande majorité des gagnants à la loterie se retrouvent dans une situation financière pire 5 ans après leur gain qu'avant. Pourquoi ? Parce que l'argent est arrivé sans que la mentalité, les compétences et les habitudes qui permettent de le conserver et de le faire fructifier aient été développées. L'argent a simplement amplifié ce qui était déjà là, et ce qui était là, dans la plupart des cas, c'était une psychologie de la pauvreté déguisée sous des vêtements neufs. À l'inverse, j'ai vu des entrepreneurs perdre tout ce qu'ils avaient à cause d'une mauvaise décision ou d'une crise économique, et se retrouver à zéro, parfois même en dessous de zéro, avec des dettes. Et pourtant, dans un délai de 3 à 5 ans, la plupart d'entre eux avaient reconstruit une situation financière solide. Parce que les compétences, la mentalité et les habitudes étaient là. L'argent ne fait que suivre. Il y a une phrase que j'utilise souvent dans mes séminaires. Devenez la personne qui mérite ce que vous voulez et ce que vous voulez viendra à vous. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la psychologie comportementale appliquée à la finance. Alors, quelle est cette personne ? Quelles sont les caractéristiques de la personne qui mérite la prospérité ? Premièrement, c'est une personne qui a une relation saine avec l'argent. Elle ne le craint pas, ne le méprise pas, ne le vénère pas. Elle le respecte comme un outil. Un outil puissant qui peut accomplir de grandes choses quand il est manié avec sagesse et qui peut causer de grands dommages quand il est mal utilisé. Deuxièmement, c'est une personne qui investit continuellement dans sa propre éducation et ses compétences. L'une des statistiques les plus frappantes que j'ai rencontrées dans mes recherches, c'est que les personnes qui lisent régulièrement sur des sujets liés à leur domaine professionnel ou à la finance personnelle ont tendance à gagner significativement plus que celles qui ne le font pas. Ce n'est pas une coïncidence. La connaissance appliquée est du pouvoir. Et dans l'économie du XXIe siècle, votre capacité à apprendre et à vous adapter est votre actif le plus précieux. Troisièmement, c'est une personne qui pense à long terme. Et c'est peut-être là que se situe la distinction la plus profonde entre la mentalité de la pauvreté et la mentalité de la richesse. Les personnes qui restent financièrement précaires font généralement des décisions basées sur le confort immédiat. Elles dépensent maintenant et espèrent que demain s'arrangera tout seul. Elles évitent les investissements qui demandent du temps et de la patience. Elles cherchent des solutions rapides, des raccourcis, des formules magiques. Les personnes qui construisent une vraie prospérité font exactement le contraire. Elles sont prêtes à être inconfortables maintenant pour être à l'aise plus tard. Elles investissent du temps,
de l'énergie et de l'argent, dans des choses dont les bénéfices ne se matérialiseront peut-être que dans des années. Elle résiste à la gratification immédiate. Et cette résistance, cette capacité à différer la récompense, est l'une des caractéristiques les mieux documentées des personnes qui réussissent financièrement. Il y a une expérience célèbre menée à l'université de Stanford dans les années 70, connue sous le nom de l'expérience du marshmallow. Des enfants de 4 ans étaient laissés seuls dans une pièce avec un marshmallow. On leur disait « Tu peux manger ce marshmallow maintenant, ou tu peux attendre que je revienne, et tu en auras 2. » Les chercheurs ont ensuite suivi ces enfants pendant des décennies. Et ils ont découvert que ceux qui avaient réussi à attendre, qui avaient différé la gratification à 4 ans, avaient tendance à avoir de meilleures notes, de meilleures relations, de meilleures situations financières, et même une meilleure santé à l'âge adulte. Maintenant, je ne dis pas que tout est joué à 4 ans. Ce serait un déterminisme absurde. Mais ce que cette expérience révèle, c'est que la capacité à différer la gratification est une compétence fondamentale pour la réussite, et que cette compétence peut être développée à tout âge. Comment la développer? Par des habitudes, par des systèmes, par des engagements clairs et des environnements qui soutiennent vos décisions à long terme. Parlons de l'une des habitudes les plus puissantes que j'ai observées chez les personnes financièrement prospères. L'habitude de se payer en premier, c'est un concept simple, mais sa mise en pratique est révolutionnaire. L'idée est la suivante. Avant de payer vos factures, avant de dépenser quoi que ce soit, vous réservez une partie de vos revenus pour vous-même, pour votre avenir, pour vos investissements. Pas ce qui reste à la fin du mois, parce qu'il ne reste généralement rien, mais la première tranche, dès que l'argent arrive. La règle classique que j'enseigne est de commencer par 10%. 10% de chaque revenu que vous recevez va directement dans un compte séparé, intouchable, dédié à votre avenir financier. Si 10% semble trop, commencez par 1%, puis montez à 2, puis à 5, puis à 10. L'important n'est pas le montant initial. L'important est de créer l'habitude, de reprogrammer votre cerveau pour qu'il considère l'épargne et l'investissement comme une priorité non négociable, pas comme une option résiduelle. J'ai rencontré un homme à Lyon il y a quelques années. Professeur dans un lycée, revenu modeste, 3 enfants. Il avait commencé à appliquer ce principe à 30 ans, avec seulement 50 € par mois. 50 €, certains auraient dit que c'était inutile, mais il a été constant. Il a augmenté progressivement, le montant au fil des années, à mesure que ses revenus augmentaient. Il a investi dans des fonds indiciels simples, pas de spéculation, pas de schéma complexe, juste de la constance et de la patience. À 55 ans, il avait accumulé plus de 200 000 €. Pas une fortune, mais une liberté. La liberté de choisir, de prendre sa retraite plus tôt, s'il le voulait, d'aider ses enfants, de ne pas être à la merci d'une seule décision gouvernementale sur les pensions. Cette liberté, c'est exactement ce que les gens à Cuba n'ont pas. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, moins travailleurs, moins méritants, mais parce que le système dans lequel ils ont vécu ne leur a pas permis de construire cette infrastructure personnelle de prospérité. Et c'est une tragédie profonde. Parlons maintenant de quelque chose qui est directement lié à la situation cubaine et qui concerne chacun d'entre nous, la question de la liberté économique et de ce qu'elle signifie vraiment. Beaucoup de gens confondent la liberté économique avec le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas la même chose. La liberté économique, c'est la capacité de prendre des décisions importantes dans votre vie sans être contraint par des pressions financières. C'est la capacité de dire non à un emploi qui ne vous convient pas, de quitter une relation toxique sans vous inquiéter de comment vous allez payer le loyer, de prendre un risque entrepreneurial sans mettre en danger la sécurité de votre famille, de vivre selon vos valeurs plutôt que selon vos dettes. La liberté économique n'est pas réservée aux millionnaires. Elle est accessible à quiconque construit patiemment une situation financière saine, avec des revenus supérieurs aux dépenses, des économies croissantes et des actifs qui génèrent de la valeur. Et inversement, il y a des gens qui gagnent des revenus très élevés et qui ne sont pas libres du tout. Ils sont prisonniers de leur train de vie. Ils ont des hypothèques énormes, des voitures de luxe, à crédit, des vacances extravagantes financées par des dettes. Leur style de vie exige chaque mois un revenu énorme, et si ce revenu s'arrête, tout s'effondre. Ce n'est pas de la liberté, c'est une prison dorée. Roberto, l'entrepreneur cubain dont je vous ai parlé au début, avait compris cela instinctivement. Après avoir quitté Cuba, il a vécu très modestement pendant les 5 premières années à Miami, bien en dessous de ses moyens.
Il économisait, investissait, construisait. Ses amis se moquaient un peu de lui. Tu travailles si dur, tu gagnes bien, pourquoi tu vis comme un étudiant? Et lui répondait, je construis ma liberté. Aujourd'hui, Roberto travaille parce qu'il veut, pas parce qu'il doit. Il a plusieurs sources de revenus passifs. Si son entreprise principale s'arrêtait demain, il pourrait vivre confortablement pendant des années sans travailler. C'est la liberté économique. Et elle lui a coûté des années de discipline, de sacrifices apparents et de résistance à la pression sociale. La pression sociale, d'ailleurs, est l'un des obstacles les moins discutés, mais les plus puissants à la construction de la richesse. Nous vivons dans des sociétés où la consommation visible est un signal de statut. Où ce que vous portez, ce que vous conduisez, où vous habitez, où vous partez en vacances, définit votre valeur sociale aux yeux des autres. Et cette pression est constante, insidieuse et extraordinairement coûteuse. Thomas Stanley, dans son livre « The Millionaire Next Door », a fait une découverte qui a surpris beaucoup de gens. La grande majorité des millionnaires américains vivent dans des maisons ordinaires, conduisent des voitures d'occasion, portent des montres modestes et ne ressemblent en rien à l'image que les médias projettent de la richesse. Pendant ce temps, beaucoup de personnes qui affichent les signes extérieurs de la richesse, les grosses voitures, les vêtements de marque, les restaurants chics, sont endettés jusqu'au cou. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, les riches achètent des actifs. Les pauvres achètent des passifs qu'ils prennent pour des actifs. Une voiture de luxe n'est pas un actif. Elle se déprécie chaque année, elle coûte cher à entretenir et elle ne génère aucun revenu. Un appartement que vous louez est un actif. Un portefeuille d'actions qui verse des dividendes est un actif. Une compétence rare que vous pouvez monétiser est un actif. La distinction entre actif et passif est l'une des plus importantes que vous puissiez faire dans votre vie financière. Et pourtant, elle est rarement enseignée à l'école. On vous apprend à calculer des intégrales, à analyser des poèmes du XVIIe siècle, à mémoriser des dates historiques. Mais personne ne vous apprend la différence entre un actif et un passif. Personne ne vous explique le fonctionnement des intérêts composés. Personne ne vous parle de la façon dont l'inflation érode silencieusement votre épargne si elle n'est pas investie. Et c'est précisément là que réside l'un des grands échecs des systèmes éducatifs. Qu'ils soient capitalistes ou socialistes, ils ne préparent pas les individus à gérer leur propre vie financière. À Cuba, cet échec est particulièrement visible parce que le système a délibérément maintenu les gens dans l'ignorance financière. Quand l'État contrôle tout, il n'a aucun intérêt à ce que les citoyens développent des compétences financières indépendantes. Des citoyens financièrement éduqués sont des citoyens qui posent des questions, qui cherchent des alternatives, qui ne dépendent pas du bon vouloir du pouvoir central. Mais cet échec existe aussi, à des degrés divers, dans les pays dits développés. Et la preuve en est que des millions de personnes dans des pays riches vivent d'un chèque de paie à l'autre, sans économie, sans investissement, sans aucun filet de sécurité personnelle. Une statistique qui me frappe toujours. Selon diverses études menées en France, aux États-Unis et au Canada, entre 40 et 60% des travailleurs n'auraient pas les moyens de faire face à une dépense imprévue de 1 000 € ou dollars sans s'endetter. 1 000 € dans des pays parmi les plus riches du monde. C'est le signe d'une fragilité financière individuelle qui est, à mon sens, l'une des grandes crises silencieuses de notre époque. Et cette fragilité, comme la fragilité du système cubain, vient du même endroit, l'absence d'infrastructures personnelles de création et de conservation de la richesse. Alors comment construire cette infrastructure? Je veux vous donner maintenant quelques principes concrets. Des principes que j'ai observés chez les personnes qui réussissent financièrement, indépendamment de leur point de départ. Le premier principe, je l'ai déjà mentionné. Se payer en premier, réservez une partie de chaque revenu pour votre avenir avant de dépenser quoi que ce soit d'autre. Le deuxième principe, vivez en dessous de vos moyens. Pas loin en dessous, pas de façon à vous rendre malheureux, mais de façon à ce que vos dépenses soient systématiquement inférieures à vos revenus. C'est la condition sine qua non de l'accumulation de richesses. Vous ne pouvez pas vous enrichir si vous dépensez tout ce que vous gagnez, quelle que soit la taille de votre revenu. Le troisième principe, éliminez les dettes à intérêt élevé aussi vite que possible. Les dettes de carte de crédit, les crédits à la consommation avec des taux d'intérêt élevés sont des fuites dans votre bateau financier. Chaque euro que vous payez en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour vous. Avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit d'autre, remboursez ces dettes. Le quatrième principe.
Investissez régulièrement, même de petits montants. La puissance des intérêts composés est souvent décrite comme la huitième merveille du monde, une phrase attribuée à Einstein, bien que l'attribution soit incertaine. Ce qui est certain, c'est que le principe est réel et extraordinairement puissant. 1 euro, investi aujourd'hui, vaut bien plus qu'1 euro, investi dans 10 ans. Le temps est votre allié le plus puissant en matière d'investissement, et cela signifie que la meilleure décision que vous puissiez prendre est de commencer maintenant, même avec de petits montants. Le cinquième principe: diversifie. Ne mettez jamais tous vos actifs dans un seul endroit, pas dans une seule entreprise, pas dans un seul pays, pas dans une seule classe d'actifs. La diversification est la façon dont vous vous protégez contre l'imprévisible. Et l'imprévisible, comme nous l'avons vu avec la pandémie, avec les crises financières, avec les situations comme celle de Cuba, est toujours possible. Continuez d'apprendre. Les marchés changent. Les opportunités changent. Les règles fiscales changent. La technologie crée de nouvelles façons de créer et de conserver de la valeur. Les personnes qui restent curieuses, qui continuent d'apprendre, qui s'adaptent, ont un avantage énorme sur celles qui pensent avoir tout compris. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est directement lié à ce que nous observons à Cuba. La question de la fuite des cerveaux et ce qu'elle nous dit sur la valeur du capital humain. Chaque année, des dizaines de milliers de Cubains quittent l'île. Et parmi eux, une proportion disproportionnée de personnes hautement éduquées. Médecins, ingénieurs, informaticiens, artistes, entrepreneurs. Ce phénomène, que les économistes appellent la fuite des cerveaux, est l'un des indicateurs les plus clairs de l'échec d'un système économique. Pourquoi ces gens partent-ils? Pas uniquement pour des raisons politiques, pas uniquement pour la liberté d'expression, bien que cela joue un rôle. Ils partent parce que le système ne leur permet pas de réaliser leur potentiel. Il ne leur permet pas de créer de la valeur à la mesure de leurs capacités et d'être rémunérés en conséquence. Un médecin cubain qui gagne l'équivalent de 30 dollars par mois, alors qu'il pourrait gagner 10 fois plus en Espagne ou 20 fois plus aux États-Unis, n'est pas en train de faire un choix égoïste en partant. Il est en train de répondre à une logique économique fondamentale. Allez là où votre valeur est reconnue et récompensée. Et voilà une leçon profonde pour chacun d'entre nous. Votre valeur sur le marché est déterminée par ce que vous pouvez faire pour les autres et par la rareté de cette capacité. Plus vous développez des compétences rares et précieuses, plus votre valeur augmente et plus vous avez d'options. C'est pourquoi l'investissement dans votre propre éducation, dans vos compétences, dans votre développement personnel, est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Pas nécessairement l'éducation formelle, bien qu'elle ait sa valeur, mais l'éducation au sens large. Les livres que vous lisez, les formations que vous suivez, les mentors que vous cherchez, les expériences que vous accumulez, les compétences que vous développez. J'ai une règle personnelle que j'applique depuis des décennies. Consacrer au moins 3% de mes revenus à ma propre éducation et à mon développement. Livres, séminaires, formations, voyages éducatifs, 3%. Et je peux vous dire que chaque dollar que j'ai investi dans ma propre éducation m'en a rapporté 10, 20, parfois 100 fois plus. Parce que la connaissance n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et contrairement à la plupart des investissements financiers, personne ne peut vous le prendre. Vous pouvez perdre votre argent dans une mauvaise décision d'investissement. Vous pouvez perdre votre maison dans une crise immobilière. Mais ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, les compétences que vous avez développées, personne ne peut vous les enlever. Elles sont avec vous pour toujours. Les Cubains qui ont réussi à reconstruire leur vie après avoir quitté l'île l'ont fait grâce à leur capital humain, pas grâce à leur capital financier. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient des compétences, de l'éducation, de la résilience et une volonté farouche d'utiliser ces ressources pour créer une nouvelle vie. C'est le capital humain à l'œuvre. Et voici quelque chose d'important. Le capital humain ne peut pas être nationalisé. Il ne peut pas être confisqué par un gouvernement. Il ne peut pas être dévalué par l'inflation. C'est la forme de richesse la plus inaliénable qui existe. Cela me conduit à parler d'un concept que j'appelle la diversification géographique du risque. C'est quelque chose que les personnes aisées comprennent depuis longtemps et que les événements récents ont rendu pertinent pour un public beaucoup plus large. La diversification géographique, c'est l'idée de ne pas mettre tous vos actifs, toutes vos opportunités, toute votre vie dans un seul pays. Ce n'est pas nécessairement émigrer, bien que ce soit une option que certains choisissent. C'est plutôt s'assurer
que votre situation financière n'est pas entièrement dépendante de la stabilité politique et économique d'un seul pays. Cela peut prendre plusieurs formes. Investir dans des actifs libellés dans différentes devises. Avoir des compétences qui sont valorisées internationalement. Construire des relations professionnelles dans différents pays. Envisager la possibilité d'une résidence ou d'une citoyenneté secondaire. Je ne dis pas que vous devez quitter votre pays. Je dis que dans un monde de plus en plus incertain, où les crises économiques, politiques et sanitaires peuvent surgir sans prévenir, avoir des options géographiques est une forme de liberté et de sécurité. Les Cubains qui avaient de la famille à l'étranger, qui avaient maintenu des liens avec d'autres pays, qui avaient appris des langues étrangères, ont eu beaucoup plus d'options quand la crise s'est aggravée. Ceux qui n'avaient aucun lien avec l'extérieur se sont retrouvés piégés. Appliquez cette leçon à votre propre vie. Construisez des ponts, développez des compétences qui traversent les frontières. Investissez dans des actifs qui ne sont pas tous exposés aux mêmes risques géographiques. Maintenez des relations professionnelles et personnelles dans différents contextes. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être le facteur le plus sous-estimé dans la construction de la richesse. L'environnement humain. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cette idée, souvent attribuée à Jim Rohn, mon mentor, est bien plus qu'une citation inspirante. C'est une réalité neurologique et comportementale. Nos cerveaux sont des machines à imiter. Nous absorbons les attitudes, les comportements, les croyances et les habitudes des personnes qui nous entourent, souvent sans nous en rendre compte. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui pensent que le système est contre elles, qui ne croient pas que la réussite est possible pour elles, vous allez progressivement adopter ces attitudes, pas parce que vous êtes faible, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes ambitieuses, positives, qui prennent des risques calculés, qui apprennent continuellement, qui construisent quelque chose, vous allez naturellement adopter ces comportements et ces attitudes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les communautés d'immigrants qui réussissent ont tendance à se soutenir mutuellement. Les Cubains de Miami, par exemple, ont créé une communauté entrepreneuriale extraordinairement dynamique. Ils se partagent des opportunités, des ressources, des connaissances. Ils se servent mutuellement de modèles et de mentors. Et cela crée une culture de réussite qui se perpétue et s'amplifie. Regardez votre entourage actuel, pas pour le juger, mais pour comprendre son influence sur vous. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps vous tirent-elles vers le haut ou vers le bas? Vous encouragent-elles à grandir, à prendre des risques, à apprendre? Ou vous confortent-elles dans vos zones de confort, dans vos peurs, dans vos limitations? Si vous voulez changer votre situation financière, vous devrez peut-être changer votre environnement humain. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, les personnes qui nous freinent le plus sont des membres de notre famille, des amis proches, des collègues avec lesquels nous avons des liens forts. Vous n'avez pas à couper ces liens. Mais vous pouvez chercher activement à ajouter à votre vie des personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous montrent ce qui est possible. Lisez les biographies de personnes qui ont réussi, rejoignez des groupes, des associations, des communautés d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Cherchez des mentors, des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir et qui sont prêtes à partager leur expérience. Internet a rendu cela extraordinairement accessible. Vous pouvez aujourd'hui accéder à la sagesse de certains des plus grands esprits en matière de finance et d'entrepreneuriat, gratuitement ou pour très peu d'argent. Parlons maintenant d'un sujet qui est au cœur de la situation cubaine et qui est profondément pertinent pour votre vie financière. La question de la confiance dans les institutions. L'une des choses les plus frappantes dans la crise cubaine, c'est l'effondrement de la confiance dans les institutions. Les gens ne font plus confiance à la monnaie nationale. Ils ne font plus confiance au système bancaire. Ils ne font plus confiance aux promesses du gouvernement. Et quand la confiance s'effondre, l'économie s'effondre avec elle. Parce que toute l'économie repose sur la confiance. La confiance que votre argent aura de la valeur demain. La confiance que vos contrats seront respectés. La confiance que les règles du jeu ne changeront pas arbitrairement du jour au lendemain. Dans les pays où cette confiance est fragile, les gens adoptent des comportements économiques de survie. Ils thésaurisent des devises étrangères. Ils investissent dans des actifs tangibles, comme l'or ou l'immobilier. Ils cherchent à sortir leurs capitaux du pays. Ces comportements, qui peuvent sembler irrationnels ou même illégaux dans certains contextes, sont en réalité des réponses parfaitement rationnelles
à un environnement de faible confiance. Mais voici ce que je veux que vous compreniez, même dans les pays où les institutions sont généralement fiables. Il y a toujours un risque. Les règles fiscales changent. Les marchés financiers peuvent s'effondrer. Les banques peuvent faire faillite. Les gouvernements peuvent prendre des décisions qui affectent votre épargne. La leçon n'est pas de devenir paranoïaque ou de ne faire confiance à personne. La leçon est de ne jamais dépendre entièrement d'une seule institution, d'un seul système, d'une seule structure. La diversification n'est pas seulement une stratégie financière. C'est une philosophie de vie qui vous protège contre l'imprévisible. J'ai rencontré des gens en France qui avaient toutes leurs économies dans un seul compte bancaire, dans une seule banque. Pas d'investissement, pas d'actifs immobiliers, pas de portefeuille d'actions. Juste de l'argent qui dormait dans un compte courant, se dépréciant silencieusement à cause de l'inflation. En cas de problème avec cette banque, en cas de gel des comptes, pour quelque raison que ce soit, ils se retrouveraient complètement démunis. La diversification de vos actifs, la distribution de votre richesse entre différentes classes d'actifs et différentes institutions, n'est pas une mesure paranoïaque. C'est une mesure de prudence élémentaire. Je veux maintenant vous parler d'un concept qui est central dans ma philosophie de la richesse et qui est directement illustré par la situation cubaine. Le concept de la valeur de la liberté. Nous avons tendance à prendre la liberté pour acquise, surtout ceux d'entre nous qui ont grandi dans des pays démocratiques et économiquement libres. Nous ne pensons pas à la liberté comme à quelque chose de précieux, de fragile, de rare. Nous la considérons comme une donnée de base, comme l'air que nous respirons. Mais la liberté économique, la liberté de créer, d'entreprendre, d'investir, de décider de ce que vous faites de votre temps et de vos ressources, est une condition extraordinairement précieuse et relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Et comme toutes les choses précieuses, elle peut se perdre si elle n'est pas protégée et entretenue. Ce que nous voyons à Cuba nous rappelle ce que signifie vivre sans cette liberté. Et cela devrait nous motiver à chérir et à utiliser pleinement les libertés économiques dont nous disposons. Parce que voici une vérité inconfortable. Beaucoup de personnes dans les pays libres n'utilisent pas les libertés économiques dont elles disposent. Elles ont la liberté d'entreprendre, mais elles ne le font pas. Elles ont la liberté d'investir, mais elles ne le font pas. Elles ont la liberté de se former, d'apprendre, de se développer, mais elles ne le font pas. Elles ont la liberté de construire une vie financièrement indépendante, mais elles ne le font pas. Et souvent, la raison n'est pas le manque de ressources ou d'opportunités. C'est la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, la peur de prendre des risques. Cette peur est compréhensible. Elle est humaine, mais elle a un coût énorme. Le coût d'une vie vécue en dessous de son potentiel. Le coût d'une liberté théorique jamais exercée. J'ai passé des décennies à travailler avec des personnes sur leurs peurs financières et j'ai observé que ces peurs ont presque toujours la même structure. Elles reposent sur des croyances non examinées, des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur le monde, qui ne sont pas nécessairement vraies, mais que nous traitons comme des vérités absolues. Je ne suis pas fait pour les affaires. Je ne comprends rien à la finance. C'est trop risqué pour moi. Je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Ces phrases sont des histoires qui peuvent vous paralyser si vous les laissez faire. La façon de surmonter ces peurs n'est pas de les ignorer ou de les réprimer. C'est de les examiner. De leur poser des questions. Est-ce vraiment vrai? Quelle est la preuve que je ne suis pas fait pour les affaires? Qu'est-ce qui se passerait vraiment si j'essayais et que j'échouais? Pourrais-je m'en remettre? Dans la grande majorité des cas, quand vous examinez ces peurs de près, vous découvrez qu'elles sont beaucoup moins solides qu'elles n'en avaient l'air. Que les conséquences d'un échec sont gérables, que vous avez plus de ressources et de capacités que vous ne le pensiez, que le risque réel est souvent bien inférieur au risque perçu. Et voici quelque chose que j'ai appris de mes propres expériences d'échecs, parce que j'en ai eu, des échecs retentissants. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec est une partie intégrante du succès. Chaque entrepreneur qui a réussi a une liste d'échecs. Chaque investisseur qui a bâti une fortune a pris des décisions qui ne se sont pas avérées. L'échec est de l'information. C'est du feedback. C'est ce qui vous permet d'ajuster, d'apprendre, de vous améliorer. Le problème n'est pas l'échec. Le problème est d'arrêter après l'échec. De laisser un revers vous convaincre que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas pour vous, que vous devriez rentrer dans le rang et vous contenter de ce que vous avez. Les gens qui réussissent échouent plus souvent que les gens qui n'essaient pas.
simplement parce qu'ils essaient plus souvent. Ils ont développé ce que les psychologues appellent la résilience, la capacité de rebondir après un revers, de tirer les leçons de l'expérience et de repartir avec plus de sagesse et de détermination. Revenons une dernière fois à Cuba, parce que je pense qu'il y a encore une leçon que nous n'avons pas encore explorée, une leçon sur la créativité humaine et sa résilience face à l'adversité. Malgré des décennies de restrictions économiques, malgré un système qui a tout fait pour étouffer l'initiative individuelle, les Cubains ont développé une créativité extraordinaire pour survivre et s'adapter. Il y a un mot en espagnol, resolver, qui est devenu emblématique de la culture cubaine. Resolver, c'est trouver une solution, se débrouiller, faire avec ce qu'on a. C'est une forme d'ingéniosité née de la nécessité. Les Cubains, qui ont réussi à l'étranger, portent souvent cette capacité avec eux. Cette capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, à trouver des ressources là où d'autres voient des manques, à créer de la valeur avec peu de moyens. Et cette capacité, cette résilience, est quelque chose que nous pouvons tous cultiver. Pas en nous imposant des privations artificielles, mais en développant une mentalité de résolution de problèmes, une mentalité qui cherche toujours des solutions plutôt que de s'attarder sur les problèmes. Les personnes qui réussissent financièrement ont presque toute cette mentalité. Face à un obstacle, elles ne demandent pas « pourquoi moi ?». Elles demandent « comment ? Comment puis-je surmonter cela ? Comment puis-je transformer ce problème en opportunité ? Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» Cette différence dans la façon de formuler les questions peut sembler mineure, mais elle a des conséquences énormes sur les actions que vous prenez, et donc sur les résultats que vous obtenez. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est au cœur de tout ce que j'enseigne depuis des décennies. Le concept de clarté. La clarté est la chose la plus rare et la plus précieuse dans le domaine de la réussite financière. La clarté sur ce que vous voulez vraiment. La clarté sur pourquoi vous le voulez. La clarté sur ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir. La plupart des gens ont des désirs vagues. Je veux être riche. Je veux être libre financièrement. Je veux ne plus avoir à m'inquiéter de l'argent. Ces désirs sont réels, mais ils ne sont pas assez précis pour guider des actions concrètes. Les personnes qui réussissent ont des objectifs précis. Elles savent exactement combien d'argent elles veulent avoir. Elles savent dans combien de temps elles veulent l'avoir. Elles savent pourquoi elles le veulent, et ce pourquoi est suffisamment important pour les motiver à traverser les moments difficiles. Et elles ont un plan, même imparfait, pour y arriver. Il y a une étude célèbre sur les diplômés de l'université de Yale en 1953. Les chercheurs ont demandé aux étudiants s'ils avaient des objectifs écrits et un plan pour les atteindre. Seulement 3% d'entre eux ont dit oui. 20 ans plus tard, ces 3% avaient accumulé plus de richesses que les 97% restants combinés. L'authenticité de cette étude a été contestée, mais le principe qu'elle illustre a été confirmé par de nombreuses recherches ultérieures. Avoir des objectifs clairs et écrits a un impact énorme sur les résultats que vous obtenez. Pourquoi ? Parce que les objectifs écrits activent votre système réticulaire, activateur, la partie de votre cerveau qui filtre les informations et qui commence à remarquer les opportunités, les ressources et les connexions qui sont pertinentes pour vos objectifs. C'est comme si vous programmiez un GPS. Tant que vous n'avez pas entré une destination, le GPS ne peut pas vous guider. Mais dès que vous avez une destination claire, il commence à calculer le meilleur chemin pour y arriver. Prenez le temps, après cette conversation, d'écrire vos objectifs financiers. Pas des vœux pieux, mais des objectifs précis, mesurables, avec des délais. Combien voulez-vous gagner par an dans 3 ans ? Combien voulez-vous avoir économisé dans 5 ans ? Quels actifs voulez-vous posséder dans 10 ans ? À quel âge voulez-vous atteindre l'indépendance financière ? Ces questions peuvent sembler intimidantes si vous n'avez jamais réfléchi à votre avenir financier de façon structurée. Mais la réponse à ces questions est le point de départ de tout changement réel. Et une fois que vous avez vos objectifs, revoyez-les chaque matin et chaque soir. Pas pour les réciter mécaniquement, mais pour vous ancrer dans votre vision de l'avenir. Pour maintenir vivante dans votre esprit l'image de ce que vous construisez. Je veux aborder maintenant un sujet qui est souvent négligé dans les discussions sur la richesse, mais qui est fondamental, la question de la contribution. Les personnes les plus riches et les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie ne sont pas celles qui ont accumulé le plus d'argent. Ce sont celles qui ont trouvé une façon de créer de la valeur pour les autres à une grande échelle et qui ont été rémunérées en proportion. Il y a une loi que j'appelle la loi de la réciprocité. Plus vous donnez aux autres, plus vous recevez en retour.
pas de façon mécanique ou immédiate, mais comme une tendance profonde et constante. Les personnes qui cherchent d'abord à donner, à aider, à créer de la valeur pour les autres, attirent naturellement vers elles des opportunités, des relations et des ressources. À l'inverse, les personnes qui cherchent d'abord à prendre, à extraire de la valeur, à obtenir sans donner, finissent toujours par s'isoler et par tarir leurs sources de richesse. Regardez les entrepreneurs qui ont bâti les plus grandes fortunes de notre époque. Qu'ils s'appellent Bezos, Gates, Musk ou des dizaines d'autres moins connus, mais tout aussi remarquables à leur échelle, ils ont tous commencé par identifier un problème important que de nombreuses personnes avaient, et par trouver une solution à ce problème. Leur richesse est la conséquence de la valeur qu'ils ont créée pour des millions, parfois des millions de personnes. La question que vous devriez vous poser n'est pas comment puis-je gagner plus d'argent, mais comment puis-je créer plus de valeur pour les autres. La réponse à la deuxième question contient automatiquement la réponse à la première. Et cette question est d'autant plus pertinente dans le contexte cubain. L'un des grands drames de Cuba, c'est le gâchis de talents humains. Des médecins, des ingénieurs, des artistes, des entrepreneurs en puissance, dont le potentiel a été étouffé par un système qui ne leur permettait pas de créer librement de la valeur. C'est une perte non seulement pour ces individus, mais pour le monde entier. Vous, en revanche, vous avez la liberté de créer. Utilisez-la. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, parce que les conditions ne seront jamais parfaites. Mais maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Je veux vous parler maintenant d'un principe que j'appelle le principe de l'action massive. C'est l'idée que le succès ne vient pas de faire une seule grande chose parfaitement. Il vient de faire beaucoup de choses de façon cohérente sur une longue période. Les gens qui réussissent financièrement ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux, mais ils font plus. Ils essaient plus. Ils prennent plus d'initiatives. Ils font plus d'appels. Envoient plus d'emails. Proposent plus d'idées. Prennent plus de risques calculés. Et par la loi des grands nombres, certaines de ces actions portent leurs fruits. Il y a un concept en physique que j'aime appliquer à la réussite. L'inertie. Un objet au repos tend à rester au repos. Un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Les personnes qui réussissent ont appris à se mettre en mouvement et à maintenir ce mouvement, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand les autres doutent. Et voici quelque chose d'important. Le mouvement crée de la clarté. Beaucoup de gens attendent d'avoir la clarté totale avant d'agir. Mais dans la réalité, la clarté vient souvent de l'action. Vous commencez à avancer et le chemin se révèle à mesure que vous avancez. Pensez à conduire de nuit. Vos phares n'éclairent que 100 mètres devant vous. Vous ne pouvez pas voir la totalité du trajet. Mais vous n'avez pas besoin de voir la totalité du trajet pour arriver à destination. Vous avez juste besoin de voir les 100 prochains mètres et de continuer à avancer. C'est exactement ainsi que fonctionne la construction de la richesse. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait sur 20 ans. Vous avez besoin d'un plan clair pour les prochains 6 mois et de la discipline pour l'exécuter. Puis vous ajustez, vous apprenez et vous planifiez les 6 mois suivants. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être le sujet le plus profond et le plus personnel de toute cette conversation, la question de l'identité financière. Votre identité financière, c'est la façon dont vous vous percevez en tant qu'acteur économique. Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite la prospérité, comme quelqu'un qui est capable de créer de la richesse, comme quelqu'un dont la valeur sur le marché est élevée et croissante? Ou est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, qui n'a pas de chance avec l'argent, qui ne comprend pas la finance? Ces perceptions de vous-même ne sont pas des vérités objectives. Ce sont des histoires, des constructions mentales, et comme toutes les constructions mentales, elles peuvent être modifiées. La façon dont vous vous percevez détermine les décisions que vous prenez, les actions que vous faites, les opportunités que vous saisissez ou laissez passer. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui n'est pas fait pour la richesse, votre cerveau va inconsciemment saborder toutes vos tentatives de vous enrichir, parce qu'elles sont en contradiction avec l'image que vous avez de vous-même. C'est pourquoi le travail sur l'identité est aussi important, sinon plus important, que le travail sur les stratégies et les tactiques financières. Comment changer votre identité financière? Premièrement, en prenant conscience des histoires que vous vous racontez sur vous-même et sur l'argent. Deuxièmement, en questionnant ces histoires. Sont-elles vraiment vraies? Ou sont-elles juste des habitudes de pensée que vous avez développées à un moment de votre vie et qui ne vous servent plus? Troisièmement,
en construisant délibérément une nouvelle identité à travers des actions cohérentes. Chaque fois que vous prenez une décision financière sage, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui est bon avec l'argent. Chaque fois que vous économisez, vous investissez, vous apprenez quelque chose sur la finance, vous renforcez cette identité. Et progressivement, cette nouvelle identité devient votre réalité. J'ai vu cette transformation se produire chez des centaines de personnes au fil des années. Des gens qui se croyaient incapables de gérer leur argent, qui ont commencé par de petits gestes cohérents et qui ont progressivement construit une nouvelle identité, une nouvelle confiance, une nouvelle réalité financière. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Et c'est accessible à tout le monde. Avant de conclure, je veux vous parler de quelque chose qui me semble particulièrement important dans le contexte actuel, et qui est directement lié à ce que nous observons à Cuba et dans d'autres parties du monde. La question de la préparation. Nous vivons dans une époque d'incertitude accrue. Les crises économiques, politiques, sanitaires et climatiques se succèdent à un rythme qui aurait semblé invraisemblable il y a 20 ans. Et dans ce contexte, la préparation n'est pas du pessimisme, c'est de la sagesse. Les personnes financièrement préparées sont celles qui ont un fonds d'urgence, généralement l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses, dans un compte accessible, qui ont des assurances appropriées pour se protéger contre les risques majeurs, qui ont diversifié leurs sources de revenus de façon à ne pas dépendre entièrement d'une seule source, qui ont des actifs qui conservent leur valeur en période de crise. Ce n'est pas une liste intimidante. C'est une liste de choses que vous pouvez construire progressivement, une étape à la fois. Commencez par le fonds d'urgence. Même si vous ne pouvez mettre de côté que 50 € par mois, commencez. Chaque euro dans ce fonds est un euro de liberté, un euro de résilience, un euro de protection contre les aléas de la vie. Pensez aux familles cubaines qui avaient réussi à mettre de côté quelques économies en devises étrangères avant la crise. Ces familles ont eu des options que les autres n'avaient pas. Elles ont pu partir ou elles ont pu subvenir à leurs besoins pendant les périodes les plus difficiles. La préparation n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité envers vous-même et envers les personnes qui dépendent de vous. Permettez-moi de vous résumer les principes fondamentaux que nous avons explorés ensemble aujourd'hui. L'argent est une idée, une représentation de la valeur que vous créez pour les autres. Votre niveau de richesse sera toujours proportionnel à la valeur que vous créez. Votre mentalité, vos croyances sur l'argent et sur vous-même est le facteur le plus déterminant de votre situation financière. Et ces croyances peuvent être changées. La responsabilité totale est le fondement de toute réussite. Pas la faute des circonstances, pas la faute du système, mais votre responsabilité de faire quelque chose avec ce que vous avez. Se payer en premier, vivre en dessous de ses moyens, éliminer les dettes à intérêt élevé, investir régulièrement, diversifier et continuer d'apprendre sont les habitudes fondamentales de la prospérité. La liberté économique n'est pas une question de montant, c'est une question d'options. Et ces options se construisent patiemment, avec discipline et cohérence. Votre capital humain, vos compétences, vos connaissances, votre capacité d'adaptation est votre actif le plus précieux et le plus inaliénable. L'environnement humain que vous choisissez a un impact énorme sur votre trajectoire financière. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous challengent. La préparation est une forme de liberté. Construisez votre résilience financière avant d'en avoir besoin. Et enfin, la contribution est au cœur de la vraie richesse. Plus vous créez de valeur pour les autres, plus vous attirerez vers vous les ressources et les opportunités dont vous avez besoin. Ce qui se passe à Cuba nous rappelle quelque chose de fondamental. La liberté économique est précieuse, fragile et mérite d'être cultivée activement. Elle ne se maintient pas toute seule. Elle exige des individus qui comprennent les principes de la création de richesses, qui prennent leurs responsabilités financières au sérieux et qui construisent patiemment leur propre infrastructure de prospérité. Vous avez cette opportunité. Vous avez la liberté d'entreprendre, d'investir, d'apprendre, de créer. Des millions de personnes dans le monde rêvent d'avoir les opportunités que vous avez. Ne les gaspillez pas. Je veux terminer par quelque chose que j'ai dit à Roberto la dernière fois que je l'ai vu, quelques mois après notre première conversation. Il m'avait invité à dîner dans son appartement de Miami et pendant le repas, il regardait par la fenêtre la ville illuminée et il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. Pas de la nostalgie, pas de la tristesse, mais une sorte de gratitude profonde, presque solennelle. Je lui ai demandé à quoi il pensait.
Et il m'a dit, je pense à tous ceux qui sont restés là-bas, qui ne peuvent pas faire ce que je fais, qui ne peuvent pas décider. Et je me dis que chaque jour où je ne profite pas pleinement de cette liberté est un jour gaspillé. Cette phrase m'a touché profondément, parce qu'elle contient une vérité que j'essaie de transmettre depuis des décennies. La liberté sans action est une liberté gaspillée. Vous avez la liberté, vous avez les principes, vous avez maintenant les outils. La seule question qui reste est, qu'est-ce que vous allez en faire? Pas demain, pas quand les conditions seront meilleures, pas quand vous aurez plus d'argent, plus de temps, plus de certitude. Maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Parce que chaque jour qui passe sans que vous preniez un pas vers votre liberté financière est un jour que vous ne récupérez jamais. Et vous méritez mieux que ça. Allez de l'avant. Construisez, créez, contribuez. Et rappelez-vous toujours que votre vie financière n'est pas le fruit du hasard ou du destin. Elle est le résultat de vos décisions, de vos habitudes et de votre mentalité. Changez ces trois choses et vous changerez tout le reste.